Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer ? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans les clés de la créativité, je reçois Charlotte Courtois. Charlotte est un personnage assez incroyable et je dirais un peu énigmatique. Elle est à la fois conférencière, écrivaine, elle a organisé la création d'un groupe de musique, elle est fondatrice d'une ONG qui s'appelle Constellatio, je vous invite à aller voir d'ailleurs leur programme et on en reparlera dans l'épisode. Tout ça, avant d'avoir 30 ans, et en pensant qu'elle n'est pas créative. Or, si gérer tous ces projets, c'est pas de la créativité, moi je sais pas ce que c'est. Je vous laisse la découvrir et je suis impatient d'avoir vos retours à son sujet. Bonjour Charlotte, bienvenue dans les clés de la créativité, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invité, je suis ravie. Ça me fait très plaisir, ça fait longtemps que je voulais faire ça, on en a parlé il y a un moment. Et donc Charlotte et moi on se connaît, donc on a déjà échangé ensemble, et c'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'on a des points communs, notamment sur... Le monde et sur les podcasts. Sur les podcasts et sur le rapport au monde et au voyage et aux cultures. C'est ça, exactement. Surtout les surprises interculturelles que tu présentes. Donc, je voudrais que tu m'expliques un petit peu d'où ça t'est venu, comment c'est venu, et que tu fasses un peu plus, que tu me parles un peu plus de ton parcours et d'où tu viens, comment, etc. Alors, par où je commence ? En quelle année j'avais un invité de mon podcast comme ça qui m'a dit « En l'an 1940 ». Non, alors, donc moi je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé en France et à l'étranger. Et ça a été un peu fondateur de tout ce que je fais aujourd'hui, de mon rapport au monde et à l'autre. Avec mes parents, quand j'étais petite, j'ai déménagé un peu partout en France, mais on a également habité en Australie quand j'étais adolescente, quand j'avais entre 13 et 15 ans à peu près. Et ça a été un peu une grande découverte pour moi de me dire « Waouh, mais en fait, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de comprendre le monde. » Et j'avais envie de partager ça. Donc voilà, quand j'en avais entre 13 et 15 ans, je me suis dit « Ouais, j'ai envie de partager ça avec... cette passion-là et cette curiosité-là avec plein de gens. » Puis ça restait quelque chose d'assez flou à l'époque. Mais c'était déjà né à ce moment-là. Ouais, je pense que vraiment ça a commencé là. Et donc on est rentré en France, j'avais 15 ans. Alors moi je suis allée un petit peu vite à l'école, du coup à 15 ans j'étais en première et il fallait que je décide de ce que j'allais faire du reste de ma vie. C'est un peu comme ça qu'on me présentait. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas ça l'était à l'époque. On essaye d'éviter ça pour nos enfants, mais oui, voilà. Les questions sont posées pareil. Alors ouais, évidemment c'était pas mes parents qui me présentaient ça comme ça, mais dans le milieu scolaire quoi, tu vois, c'est quoi ton orientation, etc. Et tout ce que je savais c'était que j'avais envie, soit de travailler à l'étranger, soit en tout cas d'interagir avec des personnes de plusieurs pays. D'accord. Et donc j'ai décidé de faire une école de commerce international et de choisir une école qui en gros était celle qui me permettait de partir le plus longtemps possible. Et surtout de pas faire de prépa parce que je voulais pas faire de prépa parce que ça me correspondait pas. Et puis voilà, j'ai passé mon bac, j'avais 16 ans et 16 ans et demi. Je me voyais pas m'enfermer justement. C'était un petit peu, ça aurait été un peu à l'inverse de ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire me mettre en lien avec plein de gens. Donc voilà, donc j'ai choisi de faire une école qui s'appelle aujourd'hui Neoma. D'accord. Qui s'appelait à l'époque Reims Management School. Okay. Et au sein de cette école, il y avait une école qui s'appelait Sésame. D'accord. Et donc, qui permettait... aucune de ces écoles, aucun nom me dit rien. Et en gros, c'est une école qui permettait de faire... donc, c'était un bac plus 4, directement après le bac. Et c'était 2 ans en France, 2 ans à l'étranger, qui te permettait de valider un double diplôme. D'accord. De 4 ans. Du coup, j'ai un diplôme français de commerce international, un diplôme espagnol de commerce international de 4 ans. Donc, c'est 2 fois 2 ans ou c'est 4 ans pour les deux ? Non, c'est 4 ans en tout. D'accord. Mais comme le programme est le même, en fait, ça te permettait de valider les 2 programmes. Donc voilà, et puis à ce moment-là, on va pas se mentir, le commerce international, ça m'a pas passionné. J'étais un peu surpris de l'orientation. Et pourtant, je regrette pas. Vraiment pas. Et plus ça va, moins je regrette. Mais
Alors, vraiment, voilà, les cours en général ne me passionnaient pas, à part les cours de management, et particulièrement les cours de management interculturel. D'accord. Et donc, moi, à cette époque-là, donc j'ai choisi de faire mon mémoire, donc mon travail de recherche de fin d'études sur le management de la diversité culturelle dans l'entreprise. Et je me disais, c'est quand même dommage, c'est pas quand t'as 20 ans, 22 ans que soudainement tu vas t'ouvrir au monde parce que t'as eu un cours de management interculturel. Ça serait cool de faire quelque chose avec les enfants là-dessus. D'accord, donc déjà il y avait l'orientation des enfants qui est prise. Voilà. Et mon travail de fin d'études, c'était pas juste sur le management de la diversité culturelle, c'était sur le storytelling, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui storytelling, mais sur la narration sous toutes ses formes comme outil pour sensibiliser les managers d'entreprise à l'importance de gérer cette diversité. D'accord. Donc c'est pas juste, c'est super de mettre des gens différents ensemble, ça peut être un vrai désastre si c'est pas accompagné comme il faut. Donc c'est comment on sensibilise les managers à l'importance de gérer ces différences, de gérer cette diversité-là. Et donc ça, tu vas passer par de la narration, donc raconter des histoires. Voilà. Et donc, en gros, sur ce travail de recherche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié les différents usages de la narration dans la société depuis très, très, très longtemps. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi bien étudié les griots africains que le serious game, donc les jeux vidéo éducatifs, que le théâtre, que l'histoire avec un grand H, que la religion. Enfin, voilà. L'idée étant de montrer, en fait, comme il n'y avait rien qui avait été fait sur ce sujet au départ, je suis allée chercher dans différentes, je suppose pas de thématiques, mais différents sujets. Ouais, dans différents domaines en tout cas, ce qui avait été prouvé comme étant les apports en fait de la narration. D'accord. Donc voilà, et sauf qu'à cette époque-là, je me suis dit, un jour, ça serait cool de faire un truc avec les enfants là-dessus. Et puis, sur le coup, je me suis dit, je vais travailler pendant 10 ans, je mettrai de l'argent de côté, et puis un jour, je prendrai une année sabbatique pour faire quelque chose avec les enfants sur ce sujet-là. Et puis, en fait, ça s'est fait un petit peu plus vite que prévu. Alors, dis-moi en plus, parce que je sais où tu vas avec ça. Oui. Alors, avant d'en arriver au point concret de là où je vais, j'ai une autre étape entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fin de mon école de commerce, j'ai bossé pendant 1 an parce que je voulais choisir un master 2. Je terminais avec on appelle aujourd'hui un master 1, qui s'appelait un bachelor pour nous. Et je voulais approfondir ma connaissance en fait vraiment de l'interculturel. Et donc j'ai fait un master 2 recherche en sociologie et anthropologie sur les migrations et les relations interethniques. Voilà, à Nice. Sujet très politique aujourd'hui. Ouais, toujours très politique évidemment, mais l'idée pour moi c'était vraiment de comprendre mieux en fait tout ça et d'aller un peu plus profond dans ces thématiques pour vraiment pouvoir travailler. Moi, mon objectif à ce moment-là, c'était vraiment de travailler sur le management interculturel en entreprise. Et puis là, j'ai fait un mémoire justement sur la gestion de la diversité culturelle et ethnique dans l'entreprise. D'accord. Entre engagement et proactivité. Donc concrètement, étudier ce qui se passait entre une entreprise qui va signer la charte de la diversité, par exemple, et la réelle proactivité. On recherche de la diversité parce que ça nous apporte de la créativité, parce que ça nous apporte de l'innovation, parce qu'on trouve que c'est cool, parce que voilà, et pas juste dans un esprit de lutte contre la discrimination pour pas se taper sur les doigts. Là, la question des quotas la question de toute façon des quotas n'existe pas aujourd'hui en France sur l'origine ethnique, donc de toute façon ça se présentait pas forcément comme ça déjà à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai fait ce master sur cette thématique, et puis à l'issue de tout ça, je me suis dit maintenant je vais bosser sur la gestion de la diversité culturelle d'entreprise, et puis c'était un peu la déconvenue parce qu'effectivement c'était pas un sujet quoi. À l'époque et encore aujourd'hui, mais à l'époque personne n'en parlait, les entreprises ne parlaient pas. J'ai travaillé du coup sur la gestion de la diversité au sens large dans l'entreprise, et principalement c'était l'égalité homme-femme, c'était la gestion des âges, c'était le handicap, et un tout petit peu de faits religieux et d'origine ethnique, mais effectivement plus sous un angle de lutte contre la discrimination que sous un angle de recherche de diversité. Et c'était pas forcément abordé au sens culture internationale, etc., mais plus origine et ce que ça signifie dans l'entreprise. Et donc j'ai vite déchanté, et bim, donc c'est là qu'on en arrive à notre point d'orgue de ma carrière en tout cas, qui est la création du coup d'une association, d'une ONG aujourd'hui, qui s'appelle Constellation, avec comme mission de sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures et donc de les éduquer à la paix. C'est là où il y a un point où on se rejoint tous les deux autour de ça. Donc, on voit que l'idée de création de cette ONG, elle est basée sur quelque chose qui remonte à très loin chez toi.
Et aujourd'hui, concrètement, elle se présente comment, cette ONG? Quelles sont ses actions? De quelle manière tu travailles? On reviendra sur la partie créative parce qu'il y a des choses à dire, mais là, moi, cette partie-là m'intéresse parce que j'en sais pas beaucoup. Donc, quels sont les buts, quelles sont les actions que met en place l'ONG et comment vous mettez ça en place? Alors, donc la mission, effectivement, c'est sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures. Enfin, officiellement, c'est sensibiliser un peu tout le monde au dialogue entre les cultures. Mais dans la pratique, on s'adresse principalement aux enfants et aux adolescents. On travaille par projet. Nous, notre optique, notre objet, c'est de développer leur sensibilité et leur curiosité envers les autres cultures. Mais aussi, du coup, de leur apprendre à mieux connaître, accorder de la valeur et partager leurs propres identités culturelles au pluriel, et tout ça dans une approche d'accès indifférencié à la culture, mais d'accès vraiment indifférencié à la culture, c'est-à-dire que nos projets, je sais que je fais exprès, et c'est un peu poussé, mais on ne fait pas des projets pour les pauvres petits enfants défavorisés. On fait des projets pour tout type d'enfants. Réellement, indifféremment, sans se concentrer sur une difficulté ou une vulnérabilité, pour ne pas les restigmatiser, mais aussi parce que, en fait, la culture, elle est partout. Que tu aies un handicap, que tu sois défavorisé ou plutôt aisé, que tu sois dans un pays du Nord ou du Sud, en fait, tu as forcément une culture, et tu as forcément une culture donc à partager et comme base de dialogue avec les personnes qui ont d'autres cultures. On est entièrement d'accord sur le principe-là. Et effectivement, après, même sans restigmatiser, on peut assez facilement, comme tu l'as dit, serrer nord-sud avec une très très vague notion. Mais donne un exemple concret d'action que tu as menée. Comme ça permettra dans un cas et dans l'autre. Alors, nous, on travaille par projet. Donc, on choisit une thématique qu'on va développer sur... Alors, dans l'idéal, 2 à 3 ans. Avec le Covid, ça fait 8 ans qu'on travaille sur le même projet, là, tout va bien. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de faire des choses et de faire des ateliers. Donc, nous, on intervient partout dans le monde. Tous nos projets sont menés à la fois sur notre territoire, donc ici en Bretagne, et à l'étranger. Voilà. Et donc, on a eu le tout premier projet de Constellatio, c'était autour de la narration, justement. Donc, à l'époque, j'étais un petit peu toute seule. C'est là que j'ai créé Constellatio. Donc, j'avais 24 ans à l'époque. Ça fait... Voilà, les gens vont faire le calcul, mais ça fait 14 ans que ça existe. Oh mon Dieu, tu as dit ton âge. Et donc, voilà, j'étais partie faire un tour du monde où j'intervenais auprès d'enfants à qui je faisais écrire des histoires qui racontaient leur culture et leur tradition sous forme de journée type. Donc, ils racontaient une journée à l'école, un mariage, un anniversaire. Tout ça, c'était fait en groupe. L'idée, c'était de développer l'esprit de travail en équipe et en groupe. Et ces histoires étaient illustrées également par les enfants et échangées entre les enfants qui participaient. Donc, à peu près 200 enfants dans 7 pays différents. Ça fait un très gros projet, ça fait des longues sessions. Et tu étais seule à gérer ça? Oui. Tu as une équipe qui s'est agglomérée autour de toi à travers? Non, à l'époque, à ce moment-là, moi, j'étais toute seule. Donc, je suis partie 15 mois, j'ai fait un tour du monde de 15 mois toute seule. Comment tu as financé ça? 15 mois de tour du monde, voilà, il faut de l'aide. Alors, j'étais pas rémunérée. Donc, ça allège le pli. Mais en gros, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai eu un financement d'une super fondation d'entreprise qui, aujourd'hui, quand je vois comment je galère à trouver des financements pour Constellatio aujourd'hui, je me dis, mais quelle chance j'ai eu à l'époque. Donc, c'est la fondation qui aujourd'hui s'appelle Act for Kids, qui est en gros la fondation de l'entreprise ID Group. Donc, tu sais, au Kaidi, Jacadi, les vêtements pour enfants. Non, mais je me dis, j'avais 24 ans, j'avais rien fait. Je venais de déposer les statuts à la préfecture et ils m'ont fait confiance et ils ont financé la moitié du budget, quoi, du projet. Donc, j'ai eu une chance incroyable qu'ils me fassent confiance. Bon, évidemment, je pense que c'est pas juste une chance, mais quand même. Il y a eu un alignement des planètes là, qui a été important. Et puis, j'avais fait alors sur tous les projets de Constellatio, on fait du crowdfunding. D'accord. Donc, du financement participatif. À l'époque, c'était sur KissKissBankBank. Aujourd'hui, on travaille plus avec Ulule. Et voilà. C'est comme ça que j'avais financé ce projet-là. D'accord. Et donc, effectivement, comme tu dis, ça fait des sessions longues sur place. Donc, en fait, j'ai fait un tour du monde semi-sédentaire. C'est-à-dire que je restais 2 à 3 mois dans une ville. D'accord. Et j'intervenais 2 à 3 fois par semaine dans une école ou un centre communautaire ou une ONG sur place. Alors, de la même manière, tu démarres de rien. Donc, comment tu fais pour trouver les gens avec qui tu vas travailler? Ça, c'est mon super pouvoir. Tu te pointes quelque part avec ton joli sourire en disant écoutez, j'ai ça, on fait ça. Non, je me pointe pas quelque part avec mon joli sourire, je me pointe quelque part avec de la passion, en fait. C'est ça qui fait que ça marche. C'est que tu arrives et que si ton projet il est bien monté et que que t'en parles avec passion, avec des étoiles dans les yeux, les gens ils adhèrent. Ils adhèrent, quoi. Et alors, le deal avec la fondation qui me soutenait à l'époque, c'était que il fallait que j'ai tous mes partenaires éducatifs avant de partir.
Donc je savais d'avance dans chaque pays. Alors pareil, j'avais un billet tour du monde qui faisait que je savais à quelle date j'allais où, depuis où. Et donc je savais exactement de quelle date à quelle date j'allais être dans quel pays. Et donc en amont, j'avais pris mes contacts avec des écoles, avec des centres communautaires, des ONG, etc. pour qui m'accueillent pour mener ce projet. Donc ça, c'était calé à l'avance. Et donc après, comment je trouve ces contacts-là? C'est plus, on va dire, c'est plus facile dans ce cas-là. C'est-à-dire, t'es pas parti avec un sac à dos en disant je vais faire ça. C'était quand même planifié, organisé, préparé. Tu partais pas. Tout à fait. Je t'imagine rentrer dans une ville avec un billet d'avion. Par contre, j'avais un peu ça pour l'hébergement. Oui, d'accord. J'arrivais à la ville, j'étais bon. Il faut que je trouve dormir. Je vais où maintenant? J'avais pas de budget hébergement. Je me faisais héberger dans chacun des pays. D'accord. T'étais, comment ça s'appelle là? J'irais dormir chez vous un peu en. C'est Couchsurfing. Ça existait déjà à l'époque. Couchsurfing, donc un réseau pour ceux qui connaissent pas, un réseau de voyageurs qui s'hébergent les uns les autres gratuitement. Donc j'ai beaucoup utilisé Couchsurfing, mais j'étais aussi hébergée dans les familles de certains de mes élèves. Enfin voilà, c'était assez variable. Mais c'était tout l'objectif aussi. C'est que je voulais pas arriver dans un pays et puis aller à l'hôtel et être toute seule chez moi. Moi, le but, c'était de découvrir la culture. Pour découvrir la culture, faut être chez les gens, quoi. C'est aussi un point sur lequel on est d'accord là. J'ai beaucoup de mal à voyager dans des hôtels. Si je voyage, c'est vrai que j'aime bien être chez l'habitant ou être proche, au pire proche de l'habitant. Ok, donc là on voit d'où ça vient et où tu vas. Les prochains projets de Constellation, tu dis que ça fait 8 ans que tu travailles sur le même projet. Alors, entre le projet sur lequel on est là actuellement et le projet dont je parlais, donc, qui a pris le nom de Polaris, parce qu'évidemment à l'époque c'était notre seul projet, donc il n'y a pas de nom particulier. Il y a eu un autre projet autour des musiques traditionnelles qui s'appelle l'IRA, donc sur lequel on a réuni des musiciens bretons, tunisiens et indiens qui jouent ensemble et avec lesquels on est intervenu auprès de 1300 enfants dans les 3 pays, dans des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, là où il y a des enfants, avec tout un atelier autour d'un conte. Et donc voilà, donc ça c'était le deuxième projet de Constellation, où c'est ce que je te disais en off. En gros, j'ai créé un groupe de musique dont je ne fais pas partie. On pourra en parler niveau créativité. Alors, on va y aller. Mais pour ça, il faut qu'on ait tout posé. Qu'on ait tout posé les bases. Et donc voilà. Et donc le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est un projet autour des traditions culinaires. Qu'on fait avec des préadolescents, à peu près 13 ans, donc niveau 5e à peu près. L'idée, c'est de mener ce projet-là dans 9 pays différents. À l'heure actuelle, on l'a fait dans 4 pays, en France, en Italie, au Maroc et au Liban. Et donc là, avec eux, ils et elles collectent des recettes traditionnelles dans leur famille, dans leur communauté. Et sur cette base-là, ils mènent des recherches historiques pour découvrir l'origine des plats et l'histoire migratoire des ingrédients. Et pour se rendre compte qu'en fait, il y a toujours eu de la diversité dans nos cultures. C'est vrai. Forcément, dans nos assiettes. Surtout dans nos assiettes. Les produits qu'on mange, on a l'habitude d'imaginer qu'ils viennent de chez nous. Mais les pommes de terre qu'on mange viennent des Andes, le maïs vient aussi d'Amérique du Sud. En fait, on se rend pas compte de la qualité qu'on a et de la manière dont tout ça, de cette richesse dont tout ce qui vient de la diversité est porteur. Super. J'avais déjà un peu de sous-titres, mais j'ai appris beaucoup plus de choses maintenant et je comprends mieux où ça va et d'où tu viens. Maintenant, tu es aussi podcasteuse. Tu es aussi écrivaine. Tu es aussi, on va dire, manageuse de musique. Donc là, on rentre vraiment dans les thèmes et conférencière. Donc on rentre vraiment dans les thèmes des clés de la créativité dont on parle d'habitude. Donc je voudrais que tu nous expliques les différents projets créatifs que tu as menés. Et puis, quelles ont été tes routines, par exemple, de quelle manière est-ce que tu as géré la page blanche, de quelle manière est-ce que tu as pu gérer les différents aléas, ou est-ce que tout a roulé tout seul, avec un grand sourire et des étoiles dans les yeux? C'est une grosse partie quand même, dans les yeux. Vaste question. Je ne sais pas par où la prendre d'emblée. On va commencer par Arwen. Donc, j'ai parlé du projet Lyra, de Constellation. En fait, je vais revenir avant ça même. Pendant longtemps, je considérais que j'étais pas particulièrement créative. Moi, j'ai une maman qui est très créative, mais vraiment au sens premier des arts plastiques, des travaux manuels. On imagine en général des côtés créatifs, des gens qui savent faire des choses avec leurs mains et qui viennent de leur tête. Absolument. Moi, j'ai grandi avec ma maman qui nous faisait des ateliers de pâte à sel et elle enseignait ça dans des écoles, etc. J'ai ma petite sœur qui est extrêmement créative également. Pareil, sous un angle aussi
plus classique du terme, mais typiquement pour ceux qui nous vendent en images, voilà, elle crée par exemple des boucles d'oreilles, des bijoux. On dirait du bogolan. On dirait un tissu c'est du africain. bogolan. D'accord. C'est-à-dire que c'est du tissu africain qu'elle a collé sur une base de bois pour créer des boucles d'oreilles. Donc voilà, je lance le petit truc, ça s'appelle Chloé Créa. Allez la voir, elle est super. Et elle fait aussi des trucs absolument incroyables en biscuits. Elle fait des biscuits qu'elle décore. Elle peut te faire ses boucles d'oreilles en biscuits, quoi. D'accord. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment aimé. On va aller voir. Exactement. Et donc j'ai grandi avec des personnes très créatives autour de moi, et moi j'avais toujours l'impression que je l'étais pas. J'ai jamais été musicienne, par exemple. La danse, j'ai jamais été. Moi j'aime bien danser, hein, mais toute seule comme ça, pas. Alors que mes parents dansaient hyper bien le rock, que c'était tout un truc à la maison. Donc j'ai eu un rapport à l'art et à la créativité qui était peut-être pas conflictuel, mais où j'avais que je regardais de l'extérieur. Oui, t'étais un peu en dedans autour de ça. Voilà. Et il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, la créativité, ça allait bien au-delà de ça. Et qu'effectivement, Constellatio, et créer des projets, et imaginer que, tiens, ces artistes-là, avec cette illustratrice, et puis avec ce réalisateur, on va faire ça, on va aller... ça, c'était de la créativité également. Exactement. Mais il m'a fallu des années pour comprendre. C'est une autre forme de créativité, mais elle est très puissante. Exactement. Et donc, voilà, pour reposer les bases de mon rapport à la créativité, au départ, c'était ça. Effectivement, avec Constellatio, je pense que du coup, ça coïncide à peu près au moment où j'ai commencé à voir la créativité différemment. On a donc... alors, j'ai inventé une histoire qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen, qui était en fait la base de nos ateliers avec les musiciens dans les écoles. D'accord. Cette histoire était une histoire qui avait vocation à être transmise de manière orale, et je l'avais même pas écrite, quoi. Elle était dans ma tête. Donc c'est quelque chose que tu racontais aux enfants déjà, tu avais créé le conte, mais tu l'avais pas formalisé. Exactement. Il bougeait un petit peu, j'imagine, à chaque version. Ouais, c'est ça, mais mais la trame était la même. Et donc en fait, je te parle d'Arwen, c'est dans le cadre d'un projet de Constellatio, du projet dont j'ai rapidement parlé autour des musiques traditionnelles, où j'ai réuni, en fait, initialement, c'était censé être un one-shot. J'avais un temps de libre dans ma carrière, dans mon année, voilà. Et j'avais envie de faire un projet autour des musiques traditionnelles depuis un moment. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'en profite. Je réunis des musiciens, au départ, tunisiens et bretons. Parce que j'ai habité en Tunisie, j'avais un bon copain qui était musicien traditionnel, qui jouait du oud. On s'était dit, un jour, on fera un truc avec les enfants là-dessus, nanana. Et là, je me dis, tiens, j'ai du temps. C'est le moment, je réunis des musiciens pendant une semaine. Puis entre deux, j'ai rencontré des musiciens indiens. Ils m'ont dit, mais c'est génial ton projet, nous aussi on veut participer. Donc voilà, en février 2015, j'ai réuni 6 musiciens traditionnels, 2 Indiens, 2 Tunisiens et 2 Bretons, dans la maison de mes parents, au fin fond des Côtes d'Armor, pour intervenir dans des écoles auprès d'enfants. Et donc sur cette semaine-là, on rencontrait 450 enfants. D'accord. Voilà, et donc moi je me suis dit, cool. On a des ateliers avec des enfants dans des écoles, puis aussi dans un centre de réhabilitation et réadaptation fonctionnelle, un hôpital pour enfants, etc. Comment je vais construire ces ateliers? J'ai qu'à écrire une histoire que je vais raconter en réunissant les musiciens. Donc en fait, l'histoire d'Arwen, elle vient de là. D'accord. Et donc effectivement, je l'ai pas écrite parce que en fait, c'était censé être une semaine avec des musiciens, on allait dans une école et puis je racontais l'histoire. En gros, en résumé, c'est l'histoire d'une petite fille, une petite bretonne, qui rêve de voyager, qui se retrouve embarquée sur un grand voilier, tellement grand que le grand mât fait la taille de la Tour Eiffel. Et sur le voilier, comme à l'époque des grands voiliers, il y a de temps en temps certains des marins qui jouent de la musique. Et donc, on découvre la musique bretonne, les musiques bretonnes. Et puis, ils arrivent en Inde, elles rencontrent des musiciens indiens, on découvre la musique indienne, elles les invitent sur le bateau. En Tunisie également, et puis elles décident de faire un grand concert. Elles les invitent, allez-y, jouer ensemble. Et c'est une cacophonie. Parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Et donc, ils apprennent avec elles qu'il faut qu'ils s'écoutent les uns les autres pour pouvoir jouer ensemble une musique riche de leurs différences. Ça me met les poils. Et donc voilà, l'histoire d'Arwen, elle vient de là. Moi, je l'ai inventée pour que ce soit le cœur de nos ateliers avec les enfants. Et puis, comme c'était censé être une semaine, que ça s'arrêtait là, voilà, quoi, c'est tout. Et puis, finalement, ma carrière a fait que... à ce moment-là, je me dis, en fait, je vais continuer, je vais me salarier de Constellatio, etc. Et je me suis dit, c'est trop dommage, on a des musiciens bretons, tunisiens et indiens. Ça serait cool qu'on aille aussi en Inde et en Tunisie pour rencontrer des enfants. D'accord. Et donc, c'est là que j'ai commencé à poser les bases de l'intégralité de ce projet. Ok. À ce moment-là, je rencontre une illustratrice absolument incroyable qui s'appelle Isou, qui était en résidence à Saint-Brieuc. Et je vois son travail et je dis, mais en fait,
mais il faut qu'on fasse un livre avec cette histoire. Et donc le jour du vernissage où je la découvre, puis vraiment j'y suis allée pour faire plaisir à une copine parce qu'elle avait pas grand monde à ces événements et tout, donc j'ai même pas regardé ce qu'elle faisait. Je suis arrivée. Ouais. Et t'as pris une claque. Oh la vache. J'ai vu ses œuvres et je savais c'est incroyable. Et donc ce jour-là, je lui dis, bah écoute, j'ai un projet que je suis en train de monter avec des musiciens bretons, tunisiens, indiens. On part dans les 3 pays, rencontrer des enfants, faire des ateliers. J'ai écrit une histoire. Est-ce que ça te dirait pas de faire partie du projet et qu'on publie cette histoire en livre en fait? Et donc elle me dit bah ouais, carrément. Et quand tu lui demandes aujourd'hui, elle te dit alors j'y croyais pas 2 secondes à ton truc. Combien il y en a des gens qui te proposent des trucs puis ça se fait jamais. Et bah si, ça se fait. Et donc voilà, donc ce projet-là, en fait, on est parti dans les 3 pays. Donc on a refait une résidence artistique en Bretagne, au château de la Roche-Jagu dans les Côtes d'Armor, qui est un lieu que j'aime d'amour. Et avec donc les 6 musiciens, avec Isou, notre illustratrice, avec Pierre, qui est notre ingénieur son, puisque en fait on s'est dit c'est un livre sur la musique, on va faire un livre CD. D'accord. Et avec Simon, qui est notre réalisateur. D'accord. Et donc on a été réunis tous les 10 en Bretagne, en Inde et en Tunisie, et on a fait les ateliers pour les enfants, etc. Ok. Et donc Isou, l'illustratrice, les illustrations qu'elle a créées pour le livre, elle les a créées sur la base de ce qu'elle a vu sur place dans les pays. Elle était avec nous. Et puis sur la base de l'inspiration d'écouter les musiciens composer ensemble. C'est sûr, ouais. Les musiciens, donc on a enregistré des morceaux dans chacun des pays. On a collaboré avec d'autres artistes locaux, autant sur des musiques, donc des musiciens ou chanteurs ou chanteuses, que avec par exemple des danseurs ou danseuses sur certains des clips, parce qu'on a fait plein de clips. C'est tout un truc. mais voilà. Et donc pour ceux qui ont l'image, on a créé un CD de composition indo-tuniso-bretonne. Ça, c'est intéressant. Je veux absolument écouter ça. Et on a donc publié un livre pour enfants qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen. Donc ça, c'est l'histoire qui te trottait dans la tête, que tu as formalisé pour... Que j'ai formalisé parce que j'ai rencontré l'illustratrice. Qui est juste, c'est juste incroyable. Je me rappelle l'avoir vu chez toi, tu me l'avais montré. C'est magnifique, voilà, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent uniquement, mais pour ceux qui nous voient, voilà, ce sont des illustrations sont très, très belles. À couper le souffle. Hein. Ouais, ça mérite vraiment qu'on s'y penche. Ok. D'ailleurs, je pense que je vais prendre le numéro de téléphone de l'illustratrice. Ah bah oui, il faut, puis elle est géniale. Donc voilà, donc effectivement, à ce moment-là, je suis devenue, c'est marrant, je le dis aujourd'hui, mais le livre est sorti en 2017. On est en 2025, je le dis aujourd'hui, mais j'ai mis des années à pouvoir dire, en fait, je suis auteur de livres jeunesse. Et j'ai mis des années à le dire parce que je me dis, non, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre puis parce que ça s'est fait comme ça. Ah oui, mais non. Je suis non, c'est pas si ça. En vrai, c'est quelque chose qui est sorti de ta tête. C'est un projet que tu as mené de A à Z, en associant des gens dans 3 pays. Enfin, en fait, c'est un projet de fou. Bah oui. C'est pas juste un livre jeunesse. C'est Mais tu vois, j'ai un peu toujours eu cette image de quand tu es auteur de livres jeunesse ou auteur tout court, c'est que tu as fait plusieurs livres, ton activité au quotidien, c'est d'écrire des histoires et tout. Bon, pas tant que ça. Ouais. J'ai interviewé récemment une dame qui en a déjà écrit 2 ou 3. Ouais. C'est pas parce qu'elle en a écrit 2 ou 3 qu'elle se sent plus auteur. Elle s'est sentie auteur au premier. En fait, ça vient d'un besoin. Souvent, l'écriture vient d'un besoin. Alors toi, c'était un besoin. Pas forcément, on va dire, un appel créatif, mais par contre... Non, il y avait un côté pratique de j'ai besoin de ça pour arriver à mon objectif qui est de transmettre des valeurs. Mais ça répond à un besoin. Effectivement, je pourrais pas envisager d'écrire un livre où il n'y a pas un message. Tu vois, j'ai vraiment besoin, pour moi, que ça serve à une transmission de valeurs, quelque chose comme ça. Ça fait partie des choses que je prône sur les clés de la créativité, c'est qu'on devient artiste quand on véhicule un message. Ok. Tu gribouilles, et puis tu gribouilles pour le plaisir de dessiner, même si tu dessines très bien, t'es pas pour autant artiste. Quand tu véhicules des valeurs et un message à travers ce que tu fais, même si les gens peuvent être repoussés par ce que tu fais, tu deviens artiste. Autant je suis pas du tout fan de la banane collée au scotch argenté de la dernière Art Fair à Paris. Ouais. Je crois que c'est à Paris, je veux pas dire d'ânerie. Autant parce que j'y vois pas de message. Autant il y a certains artistes qui ont un message et j'aime pas l'œuvre. Mais là, en l'occurrence, tu véhicules des valeurs. Ça sert de médium. Et ton œuvre, je vais mettre des guillemets parce que la plupart du temps, les gens voient une œuvre comme un tableau.
Non, là, il y a un produit physique et évidemment, il s'échange contre monnaie, mais peu importe, parce que tu fais passer des valeurs. Il y a le nom de Bérénice Bejo dessus, on va pas pouvoir passer à côté. Oui. Il va forcément falloir que tu parles un petit peu. On a envie de passer à côté. Non, pas du tout, pas du tout. Bérénice Bejo, donc, qui est comédienne et qui est notamment connue pour, alors moi, le film que j'adore, qui est The Artist, donc film muet en noir et blanc, qui a été créé par Michel Hazanavicius, son mari. Voilà, mais qui est aussi connue pour son rôle notamment dans SS 117. Et puis là, alors je suis un peu moins fan, mais qui a cartonné, c'est le film Sous la scène, film Netflix. Personnellement, bon, voilà, j'ai pas adoré. Néanmoins, elle est aussi connue pour ça, donc pour replanter le décor. Ok. J'ai envie de parler dessus parce que elle est bien, mais le film il vaut pas lourd en vrai. Bah ouais, alors par contre, le passé de Asghar Farhadi est super. Elle a fait plein de films vraiment. Elle a fait de très très bons films. Et c'est une actrice que j'aime beaucoup en tant que telle. Ouais, et une personne exceptionnelle. Par contre, j'ai pas la chance de la connaître. Et elle fait également du théâtre. Ouais, ça je savais pas non plus. Ouais, elle était au théâtre en fin d'année sur une pièce qui s'appelle Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Un seul en scène. Exceptionnel. Et moi, je suis pas. Enfin, je suis jamais allée au théâtre en fait, étant gamine, ado, machin. Ça fait pas partie de ma pratique artistique, culturelle. Enfin voilà. J'ai pleuré, j'ai ri. Je trouvais ça absolument incroyable qu'on puisse transmettre des émotions pareilles seule sur scène. Enfin bon, voilà. Donc, elle fait également du théâtre. Et effectivement, la première fois où je suis allée au théâtre, c'était pour voir Bérénice. Elle était sur une pièce, je sais plus comment ça s'appelait. Ce que veulent les gens, je crois que c'était, avec Stéphane de Groot, qui était super, qui était très drôle. Enfin voilà. Donc voilà. Donc Bérénice, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux et au-delà de ça, surtout une très belle personne. C'est donc la marraine de Constellatio. Et elle est devenue marraine de Constellatio, entre guillemets, petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je l'avais contactée pour qu'elle soit la narratrice du CD d'Arwen. Donc, effectivement, Arwen, c'est un livre CD, c'est-à-dire qu'il y a le livre papier et l'audio, qui est génial, l'audio. Enfin, il y a l'histoire qui est racontée donc, par Bérénice, mais tu as également la musique, évidemment, et puis toute la trame sonore qui a été enregistrée par Pierre, notre ingé son, sur place, dans les rues, dans les marchés. Il a retissé toute la trame sonore en fait, de l'histoire. Enfin, c'est exceptionnel. Et donc voilà, donc Bérénice nous a rejoints sur ce projet-là en tant que narratrice de l'histoire. Et puis en fait, très 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 rapidement, je lui ai proposé de devenir également la marraine du projet Lyra, donc le projet musical. Et quand le projet a pris fin en 2017, c'est-à-dire pris fin en gros quand le livre est sorti, le CD, et qu'on a fait la restitution de tout ça, et elle est devenue la marraine de Constellatio. D'accord. Voilà. Et donc, je l'ai également invitée. On en parlera peut-être sur mon podcast. Oui. Alors, on va en parler parce que là, on a fait donc un ensemble sur Constellation. Mais à côté de ça, tu animes un podcast qui s'appelle Surprise interculturelle, que j'écoute et pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce que j'invite les gens à aller l'écouter, Surprise interculturelle. Vous allez apprendre plein de choses. C'est les voyages de Charlotte, mais c'est pas seulement ça, c'est toutes les anecdotes qui se passent quand on voyage. Donc, je vous recommande vraiment d'écouter ça. C'est vraiment des vrais coups de cœur podcast parce que j'en écoute pas beaucoup en fait. C'est vrai? Ouais, j'écoute pas beaucoup de podcasts. D'abord parce que je veux pas me surinspirer et j'ai peur en fait de prendre des tics. Après, c'est une façon de fonctionner. Il y a d'autres gens qui vont se nourrir et que ça va. Je me nourris d'autres choses, notamment de lecture, de trucs comme ça. Mais par contre, ton podcast, je l'écoute vraiment avec beaucoup de plaisir. Je suis contente. C'est pas non plus pour servir la soupe, c'est vraiment que ça me plaît. Mais du coup, je voudrais comprendre. Alors, je comprends bien les thèmes. Parce que les thèmes, c'est tu voyages, tu racontes quelque chose qui vient de tes voyages. Mais par contre, l'aspect écriture et organisation du podcast m'intéresse. Donc, je voudrais comprendre comment tu le prépares, comment tu l'animes, quand tu as des invités, comment tu les choisis et qu'est-ce que tu cherches à obtenir d'eux. Ok, alors déjà, je pense que pour commencer, je peux peut-être expliquer qu'il y a en fait globalement il y a deux formats principaux dans mon podcast. Le format classique qui est un solo, bimensuel, tous les 2 mardis, à l'heure actuelle en tout cas, tous les 2 mardis, je sors un épisode court qui fait 5 à 10 minutes où je raconte effectivement une anecdote issue de mes voyages. Donc, je suis allée dans, je sais plus, 26, 27 pays à l'heure actuelle. Il faudrait que je refasse le compte. Donc, ça me donne des bases d'anecdotes à raconter, de surprises que j'ai pu vivre dans mes voyages. Et donc, sur cette base-là d'une anecdote où j'étais surprise par des réactions, par des coutumes d'autres pays,
je vais décortiquer ça pour donner des clés concrètes sur comment tu peux comprendre, anticiper et savoir réagir face aux différences structurelles. Différences ou parfois des similitudes, oui. Exactement. Donc ça, c'est la base du podcast. Et ensuite, ça, c'est complété par un épisode hors série. Donc depuis cette saison, je suis sur ma 2e saison. Un épisode hors série par mois. Où là, c'est un hors-série interview. Et je vais avoir un invité en général. J'essaie d'alterner entre un profil un peu business, expatrié, personne voilà, qui évolue dans des milieux multiculturels plutôt dans le cadre de l'entreprise, et des profils plus grand public, d'où Bérénice, par exemple, effectivement, que j'ai accueilli sur mon podcast. Donc, sur mon format classique, je suis sur un mode de fonctionnement où mon épisode est scripté. J'ai un de mes super pouvoirs, c'est que je sais écrire exactement comme je parle. C'est très difficile. Je peux lire au mot près. D'accord. Et donner l'impression que je parle. C'est très dur parce que j'essaye et je trouve que des fois j'ai l'impression d'être un robot quand je revois la vidéo et que je dois recommencer. Donc ouais, moi j'ai cette chance en fait Alors j'ai testé au début, je me suis dit est-ce que je vais y arriver ou est-ce que ça va pas passer du tout. Donc j'ai testé, j'ai écouté, j'ai fait écouter pour voir si ça passait et bon ça a l'air que ça passe très bien. Ce qui est assez pratique parce que ça me donne un temps de créativité justement où le moment où je vais écrire l'épisode, voilà, je me mets dans ma bulle et puis je crée vraiment. Sans être du coup, comment dire, polluée par est-ce que je me suis bien exprimée, est-ce que ça va être compréhensible, est-ce que là j'ai dit trop de est-ce que je vais pas me poser cette question-là. Tu parles de l'écriture, d'accord. Ouais, j'écris. Alors que si j'enregistrais en direct, je serais en train de me poser ces questions-là. Là, l'avantage, c'est que j'écris tel quel. Je peux relire tout ce que je veux, je peux modifier ce que je veux. Je le lis en général à voix haute, justement pour voir si ça sonne comme je veux ou s'il y a un mot qui fait un petit peu trop formel que j'aurais pas dit d'une manière naturelle à l'oral, etc. Et voilà. Et ensuite, donc j'écris plusieurs épisodes. Et avec ça, je vais chez un de mes meilleurs potes qui est réalisateur dont je parlais, Simon, qui a fait partie du projet Lyra. Je vais chez Simon, qui a son studio. Et là, j'enregistre plusieurs épisodes de suite. D'accord. Et ensuite, je rentre chez moi avec mes petits audios. Et puis, alors, généralement, je monte l'épisode juste avant que ça sorte. Voilà. D'accord. Ah oui, donc ça, tu fais à la chaîne. Ouais. Non. Tu montes l'épisode, il sort, tu montes l'épisode, il sort, tu montes l'épisode, il sort. Ouais. Sachant qu'à l'heure où on parle, c'est comme ça que je fonctionne, mais que c'est en train de changer et que je vais, pas a priori, je vais déléguer le montage à Pierre, notre ingé son du projet Lyra également. Ok. On a créé une petite famille avec ce projet-là. Voilà, donc je délègue ça, mais en gros, moi, dans mon fonctionnement de création, c'est comme ça que je procède. Et donc, sur ce temps d'écriture, pour moi, c'est un temps qui est important, auquel j'accorde des attentions particulières. C'est-à-dire que je sais comment je fonctionne. Je sais que je suis facilement stressée. Et notamment stressée par ma charge de travail. Parce que je fais 50 milliards de trucs. Et le problème, c'est que le stress, ça te retire une part de plaisir. Clairement. Et donc, je tiens à préserver mon podcast, qui est un exercice que j'apprécie. Et donc, en fait, je me crée des temps de résidence artistique, finalement, informels. C'est-à-dire que je me dis, OK, bon, en plus, j'ai de la chance, tu vois, typiquement, dans ma famille, on a un appartement sur les bords de Loire qui était l'appart de ma grand-mère. Il n'y a plus dégueulasse pour aller... non, mais voilà, j'ai une chance incroyable, quoi. Et donc, je me dis, OK, là, je pars 4 jours à Saint-Mathurin-sur-Loire. D'accord. Je me pose face à la Loire, j'y vais toute seule. Je me prévois mon petit apéro pour le soir. Je me prévois mes petits rochers Suchard quand j'ai envie de grignoter avec mon petit thé pendant que je bosse. Et je me crée une sorte de bulle cocon de création pour que ça reste profondément infusé de plaisir. Et je pense que ça se sent. Alors, on n'a pas vraiment le goût du rocher Suchard quand tu fais ton épisode, mais ça se sent que les trucs sont écrits. Alors, je découvre un truc aussi en entendant ça, c'est que ce temps que tu t'aménages, c'est vraiment, ça fait partie de l'exercice créatif en tant que tel. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais récupérer ce temps et être capable de se créer cette bulle que toi en plus tu agrémentes de plaisir alcoolisé avec modération Agrémente de Loire et sucré et je me dis je me verrais bien faire ça parce que moi c'est vrai que quand j'écris avec la contrainte de l'écriture et pas avec le plaisir de l'écriture. Et je suis en train de me demander si je vais pas essayer quelque chose du genre. Parce que comment tu contournes la contrainte c'est ça. Pour focuser sur le plaisir.
Et du coup, là, on est sur vraiment une méthode. Tu es dans la méthode créative déjà en créant ta bulle, et derrière, tu vas pouvoir profiter de la bulle pour faire un feedback sur le truc. C'est intéressant. Alors, je voudrais te poser une question autour de l'écriture en elle-même. Quand tu t'isoles pendant 4 jours, est-ce que tu as fait des moyennes sur combien t'écris ou est-ce que tu t'accordes aucune pression et tu te dis ça vient comme ça vient? Non, si, je me mets la pression. Voilà. Je me mets un petit peu de pression dans la mesure où comme je vais enregistrer un studio et que je vais pas non plus y aller tous les 4 matins parce que Simon il est pas non plus à Rennes, il faut que j'aille chez lui puis je veux pas le déranger au fur et à mesure. Enfin il m'accueille chez lui, il est cool et tout, tu vois. Donc en fait en général je me suis calé un temps et il faut que j'enregistre un certain nombre d'épisodes pour être tranquille pendant tant de mois, quoi. Tu vois, en gros c'est un peu ça l'idée. Donc si j'ai quand même cette pression il me faut tant d'épisodes. D'accord. Mais je sais que si je me fous pas la pression, je peux écrire tranquille 2 épisodes par jour. D'accord. Que si je me fous un peu plus la pression, je peux en faire un peu plus. D'accord. Mais si, j'estime quand même à peu près combien il faut que j'ai écrit d'épisodes d'ici la fin de... Sur 4 jours, tu vas en écrire entre 8 et 12. Sur 4 jours, c'est un peu entre 8 et 10, on va dire. Là, c'est l'objectif, par exemple, ce week-end et les 2 jours lundi, mardi, j'ai prévu d'être en résidence d'écriture. J'ai comme objectif d'écrire 10 épisodes. J'aime bien l'idée, je te jure, j'aime bien l'idée. Mais c'est comment tu joues avec ton cerveau. Tu vois, en off, on parlait de course à pied. Moi, j'ai fait un marathon. Dans tout le processus de mon plan d'entraînement des 3 mois avant le marathon, j'ai une musique que je mets systématiquement en début de course et qui me donne la patate. Et quand je rentre, alors pas pendant que je cours parce que je suis en souffrance, mais quand je rentre, que je prends ma douche, j'ai une playlist de empowerment, en gros de musique qui m'encourage. Tu as réussi, tu vas y arriver. Et en fait, je me mettais cette musique-là, cette playlist-là, à chaque fois que je rentrais de courir, de mon entraînement, parce que du coup, j'ai lié ces musiques-là avec la sensation de fierté. Le plaisir de la douche et la fierté. Exactement. Et du coup, je sais que quand j'ai besoin de ressentir de la fierté, de la motivation, etc., je réécoute ces musiques-là parce que je les ai délibérément liées à cette sensation de... Voilà. Donc c'est comment tu joues avec ton cerveau. Je crois que tu m'as parlé d'un autre truc que tu fais. C'est pas toi qui as une bouteille ou un verre? Un bocal, ouais. Un bocal, vas-y, raconte ça. Alors j'ai un bocal dans lequel je mets des petits papiers avec les trucs un peu fous qui me sont arrivés dans ma vie. Il faudrait que je le refasse d'ailleurs, parce que ça fait un moment que j'ai pas rajouté des petits papiers, pourtant j'en ai des trucs à rajouter. Mais en gros, l'idée, c'est quand j'ai un coup de mou, je peux tirer un petit papier de ce bocal-là, le relire et me dire « Ah ouais, quand même, c'est ouf ma vie !» Tu vois, genre waouh. J'ai fait, tiens, on parlait de Bérénice, j'ai fait du vélo sur le qu'on appelle ça, le porte-bagages de Bérénice Bejo. Il y a un film comme ça avec elle à vélo aussi, je crois. Ça fait penser à une affiche de film, ce que tu dis là. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, faudrait que je retrouve ça. Ouais, j'ai dormi chez un assassin en Patagonie chilienne. Ah oui, j'ai entendu l'épisode là-dessus. J'ai entendu l'épisode là-dessus. Donc voilà, ouais, j'ai un bocal. Mais j'aime bien ces petits trucs-là, ces petits tips, ces petits comment tu fais pour t'auto-encourager, comment tu fais pour garder du plaisir dans ce que tu fais. Et je te dis ça, c'est pas comme si j'avais la réponse facile, mais en tout cas, j'ai mis en place des petits trucs comme ça qui m'aident dans cette quête-là. Voilà. Je trouve cet exercice-là aussi très créatif parce que le fait de se donner à soi-même cette opportunité d'un petit shot de plaisir sur quelque chose en fait, quand tu tires dans le truc, tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu sais que de toute façon ça va être cool. C'est ça. Non, franchement, j'aime beaucoup l'idée. C'est aussi un truc, je pense que je vais encourager mes enfants à faire ça. Et peut-être même toute la famille. Ça pourrait être marrant de faire ça en famille. C'est une super idée. Alors, en famille, on n'a pas fait beaucoup de choses. Je vais couper ça au montage. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour parce qu'on a parlé pas mal de créa. Alors, je veux bien rebondir sur un truc quand même. Vas-y, à fond. Tu me posais la question de la page blanche. Ouais. Alors, j'ai pas trop ça sur le podcast. Enfin, j'ai pas trop ça sur le podcast, pas pour rien, parce que je suis organisée pour. C'est-à-dire que là, j'avais peur de ça. Et donc, en début de saison, avant de me lancer, j'ai déjà listé les thématiques que j'allais aborder sur toute ma saison. Donc, en fait, moi, je sais déjà, même si j'ai pas enregistré ni écrit les épisodes, je sais déjà de quoi je vais parler sur les épisodes jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à juin. Donc, sur le podcast, j'ai pas ce problème-là. Sur le livre, parce que j'avais envie de réécrire un livre pour enfants, mais c'était vachement dur. Arwen 2, c'est ça? Ben ouais, mais en fait, t'imagines, après avoir fait un livre comme ça, qui est d'une
très beau, qui a très bien marché parce qu'on a quand même vendu 6000 exemplaires. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on m'a dit que la moyenne de vente de livres pour enfants, c'était entre 2 et 400 exemplaires. J'avais 500 en tête, mais c'est ça. Enfin, voilà, donc il a bien marché. Sauf que pour le faire, on est parti dans 3 pays à 10. J'ai des musiciens incroyables dessus, j'ai Bérénice Bejo. Enfin, tu te dis, mais comment je fais un deuxième? Enfin, tu vois, comment je fais un autre livre après ça sera jamais à la hauteur. Alors, c'est là où tu te poses une problématique qui n'existe pas vraiment. Parce que tu as un premier, le deuxième ne peut pas être la même chose. Et si mais c'est pas la même chose, c'est le niveau de qualité. Non, tu feras pas forcément mieux, mais tu feras pas moins bien parce qu'il sera différent. Ouais. Donc, puisque tu t'es défini un standard, puisque tu t'es donné une cote minimum, si ça c'est ta cote minimum, bah oui, tu vas te mettre des freins. Ouais. Mais en fait, c'est pas une cote minimum, c'est une cote. Et tu peux faire au moins aussi bien, parce que tu as la capacité de faire ça. Donc tu veux faire au moins aussi bien, mais en fait, tu peux faire carrément mieux. Ouais. C'est tout ce que tu dois te dire. Et donc, je suis en train de préparer la sortie de mon... Enfin, la sortie, non. La création de mon livre. D'accord. Prochain livre pour enfants, non. Le titre n'est pas figé. Ok. L'histoire l'est. Ça y est. L'histoire l'est. Ouais. Ah ouais, je pensais que tu étais encore en... D'accord, ça y est, t'as l'histoire. J'ai l'histoire. J'ai l'illustrateur. Ok. Qui est un artiste de graffiti. D'accord. Vénézuélien colombien. Ah, il me semble que tu m'avais parlé de la rencontre de ce gars-là. Ouais. Qui s'appelle Mr. Garek, qui est absolument incroyable. Je suis en admiration devant ce qu'il fait. Que j'ai rencontré en Colombie et alors tu vois, tu parlais de passer un message, bah alors lui typiquement donc lui a un parcours migratoire vu qu'il est vénézuélien, qu'il a dû émigrer en Colombie, ça fait 8 ans je crois, et sur toutes ses œuvres, donc lui il a ses tableaux de base, il y en a qui font jusqu'à 460 mètres carrés en plein cœur de Bogota, quoi, tu vois. On avait vu ensemble et tu m'avais montré. Ouais. Je mettrai. Mets le lien vers son Instagram parce que franchement c'est spectaculaire ce qu'il fait. Et il a certains éléments qui reviennent régulièrement, et notamment la graine, qui souvent se situe sur le front en fait de ces personnages, parce qu'il considère que dans la graine, tu as l'ADN de la plante, et que toi, en tant que personne qui migre, tu contiens toute l'ADN de ta culture, et donc que tu peux refaire pousser ailleurs. C'est intéressant comme point de vue, et effectivement, oui. Il y en a qui vont avoir des reproches autour de ça, mais... Absolument, mais on s'en fout. Et donc, moi, son travail m'a beaucoup parlé. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, quand j'ai vu ses œuvres, parce que c'est très très beau, en plus d'être très symbolique, je l'avais contacté, on s'est rencontrés, on est resté en contact, c'est cool, il est vraiment, en plus c'est quelqu'un qui est adorable. Et donc ça, c'était au mois de novembre 2023. Et je suis retournée en Colombie en mai-juin 2024. On s'est revus, il a vu mon livre du coup d'Arwen. Et en fait, on a discuté et je lui ai proposé de faire un livre ensemble. Et donc, le texte que j'ai écrit, je l'ai écrit sur la base de son travail, sur la base de la symbolique qu'il utilise dans son travail. Et c'est ça qui m'a inspirée. Et puis, le fait qu'il soit extrêmement talentueux et que ce soit une thématique particulière. Donc, l'histoire, concrètement, parle d'une quête initiatique d'un jeune garçon. Donc, toute l'histoire se passe en Colombie, même si je ne nomme pas la Colombie. On passe d'un endroit à l'autre parce que la Colombie, c'est un pays qui est juste absolument extraordinaire. Une diversité de paysages, qui est complètement folle. Donc, en fait, dans l'histoire, je décris ces différents endroits où il part dans une quête pour découvrir qui il est et qui il souhaite devenir. D'accord. Et donc, ses parents l'envoient dans cette quête en lui donnant une seule chose. Une toute petite graine. Bah, tiens. Qui est la chose la plus précieuse qu'il possède, qui est transmise de génération en génération. En lui disant bien, fais attention, parce que si tu la perds, tu perdras ton chemin pour revenir jusqu'à la maison. Et donc voilà. T'en dis beaucoup là. Ouais, mais ça reste que le synopsis. Non, mais j'aime bien ça, j'ai hâte de voir ça. Voilà, et donc c'est toute cette quête de ce jeune garçon accompagné de son ami, un petit colibri, qui passe par différentes zones de la Colombie et comment il en vient à... Le colibri me fait résonance à une histoire, j'imagine que c'est de là que tu l'as pris, le fait que le gars fait son travail tout seul. Non, je connais cette histoire de chacun fait sa part. Sa petite goutte d'eau en l'occurrence. Non, là, je sais pas pour ça que j'ai choisi le colibri, c'est parce que j'adore les colibris, que tu as des colibris partout en Colombie et que j'avais envie de mettre un peu cette magie-là de la nature et du colibri dans l'histoire.
Donc voilà, et donc là j'en suis à un stade où donc l'histoire est écrite, j'ai la première illustration, j'ai ce qu'on appelle une planche d'intention. Ok. C'est-à-dire que de présentation. non, c'est une image. D'accord. Qui en gros donne le là, qui donne en fait l'intention esthétique du livre. Et puis voilà, donc maintenant il faut que je monte un dossier. Ouais, je l'ai validé. Et maintenant il faut que je contacte des éditeurs. Sachant que mon objectif c'est de le coéditer entre la France et la Colombie. Et ce dont je rêve, c'est d'un événement de lancement où il y aurait un mural, un graffiti à Paris et un autre à Bogota, le même. Voilà. Pour faire le pont entre les deux. Exactement. C'est super intéressant comme principe. Et encore une fois, c'est extrêmement créatif dans l'ensemble de l'aménagement du projet. J'avoue que là, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Parce que je suis sûr que tu vas le faire. C'est-à-dire que j'ai pas la moindre hésitation sur le fait qu'à Bogota, c'est 9 chances sur 10, c'est déjà fait. Je suis absolument sûr. Ah, mais attends, il m'a déjà dit, alors là, il me demande un mural, je peux utiliser l'histoire? Je dis non, on attend. Non, voilà. Et voilà, et j'étais, dans le cadre de Constellatio, comme on est accrédité par l'UNESCO, on a un statut d'observateur auprès de l'UNESCO et notamment au comité intergouvernemental qui se réunit chaque année. Et là, j'y étais donc au Paraguay en décembre et j'ai rencontré la vice-ministre de la Culture colombienne qui est déjà au courant, qui est au taquet, qui m'a donné son WhatsApp pour que je lui envoie le texte, machin, etc. Donc bon, après, c'est la Colombie, donc pareil, en termes de culture, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça ne veut pas dire que tout va se faire. Non, on est d'accord. Mais tu as des projets des fois comme ça où tu sais. Et là, je sais. Lyra, c'était ça. Non, mais tu te rends compte quand même que sur Lyra, c'est compliqué de trouver une maison d'édition pour un livre. Oui. Lyra, j'ai écrit une histoire. Une. J'ai demandé à une illustratrice qui m'a dit oui. J'ai contacté une éditrice, coucou Mathilde, qui m'a dit oui. J'ai contacté une narratrice qui m'a dit oui. Ouais, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, la probabilité. Les chances étaient minces sur. Et je me rends compte aujourd'hui où j'essaie de trouver un nouvel éditeur parce que notre éditeur, malheureusement, a fermé. Je sais à quel point c'est difficile de trouver un éditeur. Je me dis, mais c'est quand même incroyable que du coup, ça se soit fait comme ça. Oui. Mais j'ai toujours su. Lyra, je savais que c'était censé être. Et là, j'ai la même sensation avec ce livre. J'espère que la sensation se traduira en réalité parce que j'aime beaucoup le projet. Et j'ai envie de suivre ça, donc je voudrais qu'on en reparle. Quand ce sera sorti, quand tu auras avancé sur tout ça, je voudrais vraiment qu'on retourne là-dessus. Ok. Mais donc je sais, voilà, que le graffiti te parle. Et clairement, et du coup, j'étais clairement en train de me dire, ce gars-là, il parle pas anglais, j'imagine? Je sais même pas. C'est vrai que je me suis pas posé la question. On parle en espagnol. S'il parle en anglais, ce serait bien que je lui cause. Et s'il parle pas anglais, j'étais en train de me dire que j'aimerais beaucoup t'avoir en traductrice simultanée. Oula, je sais pas si je suis capable. J'ai réfléchi à ça. En fait, pendant que tu me disais ça, je disais, s'il parle pas anglais, ce serait bien, parce que moi, je parle pas espagnol, pas une broc, à part bonjour et au revoir. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir les questions et les réponses, parce que t'as une voix qui passe super bien, en fait, depuis tout à l'heure, ça me chatouille l'oreille. Et je me dis que c'est vraiment cool. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime ton podcast. C'est ta façon de parler et la manière dont tu expliques ça. Les choses coulent avec naturel et il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de je m'ennuie ou les descriptions sont pas trop longues. Il y en a, tu décris bien. Et du coup, je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir ça. Puis ce gars-là, j'ai vu ce qu'il fait parce qu'on en avait déjà parlé. Et effectivement, cette symbolique de la graine, et puis il y a du soleil, des animaux, c'est fascinant à voir. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir interviewer un gars comme ça. Tu m'étonnes. Donc voilà, on mettra ça dans un coin de nos têtes et on en reparlera. Carrément. Et alors, en off toujours, parce qu'on a mangé ensemble avant, donc on a eu le temps de discuter. Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose que j'allais garder pour l'enregistrement. En exclu. C'est qu'un de mes prochains invités est un autre artiste de graffiti, complètement dingue. Vas-y. Qui s'appelle El Cid. Le nom me dit quelque chose. Qui est franco-tunisien. Alors notamment, moi j'ai découvert son travail au départ par, tu sais, la Cité universitaire internationale à Paris. Il y a plusieurs maisons par pays, qui sont sponsorisées par les pays, etc. Et notamment, tu as la maison de la Tunisie qui a été peinte par lui. C'est un grand. En fait, lui, il fait de la calligraphie arabe. Il joue avec la calligraphie. Pour faire des œuvres qui sont juste magnifiques. Et mais il a fait des trucs partout dans le monde. Enfin, il est incroyable, ce J'ai des souvenirs de fou, en fait, dans la maison de la Tunisie, à la CTU à Paris. J'ai fait mes études d'archi à Boulevard Raspail. Ok. Et donc, c'est pas loin.
Et j'avais une amie, CM, ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles, et on a fait une soirée là-bas. Avec un gars, justement, tu parlais du oud tout à l'heure, et il y avait, c'est une des meilleures soirées dont je me rappelle en tant qu'étudiant, où il y avait 3 personnes, il y avait CM qui chantait, qui dansait, ce gars qui jouait du oud, un autre gars qui tapait sur la table, et moi qui écoutais et qui dansait. C'était un moment incroyable, et du coup, je me dis que ça vaudrait le coup que j'aille voir comment elle a été peinte, parce que à l'époque, elle n'était pas peinte, et ça m'intéresserait. J'ai passé un moment génial là-bas, et ça me j'ai envie d'aller voir. Donc si t'as des coordonnées de ce gars-là aussi, je vais l'interviewer et puis en fonction de comment ça se passe, je pourrais te mettre en contact. Mais en tout cas, alors l'épisode a priori sortira au mois de février, donc peut-être que nous, quand notre épisode va sortir, il sera peut-être déjà en ligne. Je sais plus, j'ai pas les dates en tête. Mais enfin voilà, il a l'air super, et lui, son approche, c'est vraiment aussi autour de cette éducation à la diversité, de transmettre des messages forts, des valeurs fortes autour de l'ouverture à l'autre et au monde. Donc ça faisait sens de l'inviter sur le podcast. Et puis en plus je suis une amoureuse de la Tunisie, donc voilà, et de l'art de rue. Donc j'ai hâte de faire cette interview. Tu vas être sûr que je vais l'écouter. En plus, il a été exposé au Met, il a été exposé. Il y a des œuvres à Dubaï, à Lima également. Vraiment, voilà. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Mais c'est ça qui est génial sur le podcast, c'est que tu peux avoir des discussions géniales avec des gens, parce que mine de rien, je trouve que le fait d'avoir une trame entre guillemets de questions, ça fait que tu découvres les gens différemment, même les gens que tu connais déjà. Et puis tu peux en plus le partager avec le monde. Enfin, moi je trouve ça génial. C'est une des raisons qui fait que j'ai eu envie de faire un podcast à la base. C'est ça, moi, un des thèmes, c'est que les créatifs sont pas reconnus pour ce qu'ils sont, et que c'est long, c'est aussi long que de devenir tout bib, que d'avoir une vraie profession créative, et que ça mérite qu'on s'y penche, et j'ai vu que personne ne le faisait, en fait, donc je me suis dit, je vais le faire moi. T'as bien raison, c'est super, du coup je suis honorée de... Mais en même temps, regarde, tu dis les créatifs chez moi pas trop et tout. Puis non, elle a écrit un bouquin, un CD, tu mets du monde sur des projets dont t'organises toi-même l'ensemble des tenants, des aboutissants et tout. Non, t'es une vraie créative en fait, et pas que. Je t'ai connu par le podcast, mais derrière découvrir tout ça, oui, ça donne forcément envie d'aller te parler un peu plus loin. Écoute, j'espère qu'en tout cas que ce sera intéressant, inspirant pour tes auditeurs et auditrices. Et on n'a pas parlé des conférences, mais c'est pareil, l'approche est la même. C'est comment tu transmets des valeurs. C'est différent, mais le fond est le même. Ouais, et puis tout ce que je fais, absolument tout, part vraiment de cette question de... C'est même pas quel message je veux faire passer, c'est quelle émotion je veux faire passer. Typiquement, dans mes conférences, l'émotion que je veux faire passer, c'est la curiosité. Ce que je veux, c'est que les gens ils sortent de mes conférences, non pas en se disant « Tiens, j'ai appris ça, ça et ça », mais en se disant « Tiens, j'ai appris ça, et tiens, mais en fait, ça, je m'étais jamais posé la question sous cet angle-là. Et tiens, ça, un tel, je vais peut-être lui demander pourquoi il a réagi comme ça l'autre jour, parce qu'en fait, je pensais que c'était ça, mais peut-être que c'est pas ça. » C'est ça, moi. Dans tout ce que je fais, c'est pour ça que je te dis que le livre, je peux pas imaginer écrire un livre pour enfants qui n'a pas un message derrière, qui n'a pas des valeurs que j'ai envie de transmettre et des émotions que j'ai envie de transmettre. Dans tout ce que je fais, j'utilise souvent ce mot-là, j'ai envie d'infuser du positif, de la curiosité, de l'ouverture, du questionnement, etc. Voilà, chez les gens. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu envie de te parler. C'est parce que ça fait longtemps que ça bouillonne chez moi de te poser ces questions-là. Voilà. Parce que, on partage pas mal de choses, sur... je sais pas comment dire ça, parce que c'est curieux. Mais on a des valeurs communes. Je pense on a des porosités de valeurs sur pas mal de choses. Et je suis très content d'entendre ça et d'avoir cet aspect de comprendre mieux, en fait, la manière dont tu mets ça en place, parce que ça me donne encore plus de curiosité autour de ce que tu fais et encore plus envie de te suivre. C'est chouette, en plus on n'est pas loin, donc c'est facile, on a la chance de pouvoir coïncider. On est dans la même ville et on peut se retrouver, sauf quand tu es à l'étranger ou moi d'ailleurs. On est quand même souvent en déplacement. Voilà. Mais c'est pour mieux enrichir nos pratiques. C'est vrai. Toi surtout, moi c'est pour d'autres raisons, mais d'une manière générale, c'est vrai que lorsque je voyage, j'aime beaucoup avoir cet aspect, connaître la culture de l'endroit où je me rends, et de la même manière, si c'est pour du long terme, c'est apprendre la langue de l'endroit où je me rends, à minima une dizaine de phrases, pour être capable d'échanger et d'avoir un aspect vraiment pratico-pratique de contact.
Oui. Parce qu'à travers le langage, on arrive à avoir, même à travers le langage, on comprend souvent des notions culturelles, notamment à travers des proverbes ou à travers des façons de s'exprimer pour donner des conseils. Ou quand tu parles un peu la langue, les gens, même s'ils te parlent en français derrière, ils vont te donner des astuces, ils vont te donner des trucs qui concernent les gens pour que tu comprennes mieux et t'aider à mieux avancer dans la culture que tu visites. Et en termes de métaphore, je sais pas si c'est une métaphore ou une analogie. J'ai l'impression que c'est un peu apprendre juste quelques mots dans une langue. C'est comme si tu passais devant la maison de quelqu'un qui a la porte d'entrée ouverte. Et que soit tu passes et c'est tout, et tu regardes, ou alors tu fais coucou. C'est ça. Connaître quelques mots, c'est tu fais coucou à la personne. Ouais. Alors peut-être qu'elle va pas t'inviter, mais en tout cas, c'est pas la même impression que quand tu te mets devant la porte et que tu regardes à l'intérieur. C'est ça. Voilà. J'ai vu récemment un t-shirt qui a été fait avec ici c'est l'Amérique, donc parler américain. Parler un des 300 langages qui étaient là avant que vous arriviez. Ouais. Et donc, tu as le Lakota, le Dakota, le Shoshone, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est un reproche qui avait été fait d'ailleurs par un des personnages du film de 1492 où le gars disait à Christophe Colomb, mais moi j'ai appris ta langue, j'ai fait, mais toi qu'est-ce que tu as fait par rapport à chez moi? Et ça aussi, ça fait partie de valeurs que je porte, c'est que si tu vas chez quelqu'un, en fait, t'es pas chez toi. Donc tu peux pas comparer à chez toi et tu peux pas appliquer ça comme si t'étais chez toi. Et de la même manière, quand des gens viennent en France et qui sont accueillis, alors là, ce que je vais dire, c'est, j'ai pas envie de dire des trucs polémiques ou chiants, mais je comprends que quand on se déplace, nous, en tant qu'Européens, on fait ça, c'est-à-dire qu'on se balade avec nos valeurs et on a l'impression que le monde est vu à travers notre polarité. Quand des gens arrivent chez nous aussi, ils ont leur polarité. Et avant que les choses infusent, comme tu dis, et que les choses se mettent en place, des fois, il y a du délai. Et donc, on doit comprendre ce délai, même s'il y a parfois des choses qui sont difficiles, parce que quand tu viens d'un pays avec peu de moyens et que tu arrives dans un pays avec beaucoup de moyens, tu viens aussi avec une grille de lecture qui est différente. Et quand toi, tu te déplaces dans un pays avec peu de moyens, ta grille de lecture est pas forcément adaptée. Absolument. Et au-delà des moyens, juste ta grille de lecture est juste... Des fois, et au-delà du délai, au-delà de quoi que ce soit, pour moi, ce qui compte, c'est l'intention. D'où ce qu'on disait, tu vois, le fait d'apprendre quelques mots, ça montre que tu es dans une intention de t'ouvrir à l'autre et t'intéresser à l'autre, etc. Et puis, c'est juste, pour moi, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle la décentration. Donc, c'est comprendre que justement, tu as une grille de lecture. Ouais, c'est déjà très important. Ouais. Comprendre, c'est la fameuse, c'est une image que j'utilise toujours en conférence. C'est la fameuse image où tu as un 6 ou un 9 qui est dessiné au sol et tu as un mec de chaque côté et tu as un qui dit c'est un 6 et l'autre il dit non, c'est un 9. Et en fait, la décentration, c'est où on est nous, c'est-à-dire celui qui observe l'image et de se rendre compte qu'en fait, les deux ont raison. Oui, absolument. Et c'est juste qu'ils ont littéralement un point de vue qui est complètement c'est-à-dire d'où ils observent qui est différent. Et que les deux sont potentiellement entendables. Alors oui, des fois, il y en a qui ont raison et d'autres ont tort. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, les différences sont juste des différences de points d'où on regarde, de grille de lecture. Et comprendre ça, avant même de comprendre la grille de lecture de l'autre et sa grille de lecture, juste comprendre qu'il existe des grilles de lecture, déjà, c'est un premier pas qui est vachement intéressant. Là-dessus, je suis d'accord parce que je me suis rendu compte à mon corps défendant, en fait, que je pouvais soutenir des choses qui n'étaient pas du tout comprises et qui étaient, voire même, comment tu peux dire des choses pareilles puisque l'autre a raison et que moi j'ai tort nécessairement, alors qu'évidemment, étant convaincu d'avoir raison, et on a fini par trouver des terrains d'entente en étant capable de reconnaître que nos points de vue diffèrent parce qu'on n'a pas du tout la même appréhension de choses qui nous paraissent simples à tous les deux. Mais il y a des choses qu'on vit très, très, en fait, ça peut donner des choses très intenses. Et parce que ton cerveau, il est câblé pour réagir sur des différences d'opinion comme si tu étais sur une attaque physique. Il se met sur la défensive quand il y a une opinion qui est différente de la tienne parce que c'est comme si tu étais attaqué physiquement. Ok. Donc, une fois que tu as compris ça, déjà, tu peux désamorcer le truc et observer. C'est pas pour voilà. moi. Mais et toi, savoir que tu réagis comme ça, ça te permet aussi de dire attends, je vais d'abord écouter. Et c'est ce que je dis toujours, c'est écouter pour comprendre avant d'écouter pour répondre. J'aime bien ça, je vais le garder. N'hésite pas, diffuse-le. Mais voilà, rien que avant même, t'as le droit d'avoir une opinion, mais avant même ça, juste écouter pour comprendre. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un mec qui est venu chez moi, on parlait de couchsurfing.
j'ai un mec qui est venu chez moi qui était ultra raciste, homophobe, machin et tout. Je sais ce que je vais faire avec ce mec-là, je vais me mettre à la porte et en même temps, voilà. Et je me suis dit, en fait, je vais en profiter. Et je vais lui poser un maximum de questions pour essayer de comprendre pourquoi il dit ces choses-là, d'où ça vient. Et de toute façon, je vais pas lui faire changer d'avis, on va pas se mentir. Donc, au moins que j'en profite pour comprendre ces modes de raisonnement. Et même c'est quelqu'un où, bah oui, sur le principe, j'étais vraiment pas d'accord avec lui. Et au final, t'as pas compris plus? Si. En général, c'est argumenté, hein, les logiques qui mènent vers l'extrémisme sont argumentées. Et puis les arguments que lui va mettre dessus, c'est pas forcément ce que j'ai compris. Tu vois, c'est aussi, bah voilà, le rapport à l'autre. Bah tiens, ok, lui, il a un parcours qui est comme ça, donc il a dû intégrer ça. Enfin voilà, c'est juste essayer d'affiner ton raisonnement et ta compréhension de l'autre, même quand t'es pas d'accord, en fait. Même profondément pas d'accord, comme là, c'était le cas. Merci beaucoup Charlotte, c'est une super discussion, j'ai adoré ça et j'espère qu'on se recroisera bientôt, peut-être pour parler avec ton gars de Colombie. Bah oui, ou avec son illustrateur. Ou avec j'aimerais beaucoup lui poser, et puis peut-être interviewer les musiciens aussi et avoir les retours sur ça. Voilà, bon en tout cas ça me donne plein de pistes de gens créatifs à interviewer. Merci pour ton invitation et merci pour cette discussion. Merci bien, bonne fin de journée à toi. Toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt.